En fait, je vis à ce moment-là des trucs super sombres avec mon ancien travail. Et en même temps, je vois bien que ça s'allume quand j'entends parler de ce truc. RZN Radio, première radio positive de France, création de radio. Pile à ce moment-là de ma vie, oui, ça s'allume à l'intérieur de moi. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix ? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Je crois que quand on a l'habitude de tendre le micro aux autres, se raconter devient tout de suite moins évident. Et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je reçois Emeline, une femme de radio, journaliste pour RZN Radio, et qui pour une fois accepte de se prêter au jeu et de passer de l'autre côté du micro. Dans cet échange, il y a quelque chose de très vrai. Ce métier, elle l'aime passionnément, mais il l'a aussi abîmé dans le passé. Et puis il y a ces coulisses qu'on n'imagine pas, et ce moment où malgré tout, quelque chose en elle refuse de s'éteindre. Bienvenue dans un épisode touchant, lucide et très incarné. Aujourd'hui avec Emeline, nous allons parler d'une petite fille qui refusait de parler, d'un licenciement annoncé à la machine à café, d'une extinction de voix qui dit stop et de la naissance de RZN Radio, venue rebattre toutes les cartes au moment où elle pensait tout arrêter. Cet épisode, c'est aussi et surtout l'occasion de vous annoncer un chouette partenariat entre RZN Radio et La Petite Voix, un partenariat dont on vous parlera plus en détail la semaine prochaine avec Olivier, le rédacteur en chef d'RZN. Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Bonjour Emeline et bienvenue dans La Petite Voix. Oh, j'en reviens pas d'être là. Bonjour Herveline, merci de m'accueillir. Et moi alors c'est hyper drôle, on vit des inversions de rôle là dans cet échange qu'on va avoir ensemble Emeline. C'est qu'en fait, on va y revenir longuement. Tu es animatrice et journaliste radio, en l'occurrence aujourd'hui chez RZN. Nous enregistrons actuellement dans les locaux de RZN. Donc je te fais en fait passer aujourd'hui de l'autre côté du micro. Et justement, comment tu te sens au début de cet échange-là qu'on va avoir? Hyper stressée. Je suis pas forcément très très à l'aise. Je crois que c'est la première fois que je me prête à cet exercice. Et c'est vrai que normalement, cette posture d'être entendue, je la paye. Je paye quelqu'un pour ça. C'est ma psy, quoi. Donc voilà, je suis un petit peu intimidée. Je le suis aussi. Comme tu peux imaginer, moi, je ne suis pas journaliste pro. J'ai pas tes expériences de radio, etc. Et je me retrouve là dans un studio, là où d'habitude j'enregistre de manière artisanale. Donc écoute, ex aequo, nous sommes toutes les deux impressionnées, mais je sais aussi que ça va bien se passer pour toutes les deux. Bon, moi j'aimerais qu'on parle de ton parcours en radio, justement, on l'a évoqué là très rapidement. 20 années d'expérience en radio.
Est-ce que tu peux me dire comment tu as démarré dans ce métier-là? Moi, je commence en stage sur une radio rock qui s'appelle Oui FM en région Mais oui. parisienne. Et donc, j'arrive à 19 ans, un petit peu intimidée avec mes baggy. Enfin, vraiment, j'avais les cheveux courts et puis derrière, je mettais plein de gel comme ça, la barrette sur le côté, le piercing sur le nez. Et donc, je commence en stage infotrafic en matinale, où je suis la seule fille entourée d'une équipe de 8 hommes, enfin garçons, on va dire. Et donc, je vais rester 5 ans à Oui FM. Je vais finir par me faire, alors presque, on parle pas d'embauche à proprement parler, mais j'aurai des contrats où je serai payée pendant 5 ans. Et puis, ça va s'arrêter, cette aventure, du jour au lendemain, de façon assez violente pour moi. Ok. Là, je vais découvrir ce qu'est aussi l'ambiance radio, c'est-à-dire, faut imaginer que moi j'avais créé une famille. Pour moi, c'était pas que des collègues, c'était Ok. une radio avec des gens avec qui je partais en vacances, je faisais toutes mes soirées. Ah oui. Et alors qu'il n'y avait aucune raison apparente, je me mets à me dire, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui va Ok. se passer. Donc je vais voir mon directeur d'antenne et je lui demande, est-ce que tu comptes te débarrasser de moi? Et il me dit non, en me regardant dans les yeux. Et à ce moment-là, je sais qu'il me ment. Et donc les semaines passent comme ça, un peu dans l'angoisse, avec plein de gens qui comprennent pas pourquoi je m'inquiète. Et puis un jour, il y a le directeur d'antenne, on était en pause café, j'étais avec tout le monde, et qui vient me voir et qui me dit, puisque j'avais des contrats en fait qui étaient renouvelés chaque mois, donc tous les mois, voilà, je savais pas si j'allais rester. Ça a duré 2 ans en stage, 3 ans de façon professionnelle, et il y a ce directeur qui arrive et qui dit, en fait, tu vas pas rester. Et donc ça a été très violent, c'était au moment de Noël, quoi. Et surtout, ce qui a été violent, c'est de découvrir qu'il y avait des gens avec lesquels je partais en vacances, avec qui je faisais toutes ces soirées, qui étaient bien sûr au courant de ce qui se passait en coulisses. Mais c'est quelque chose d'assez courant en radio, je l'ai découvert par la suite. Mais ça a été un bon moyen pour moi aussi de m'outiller pour ce qui m'attendrait par la suite. En fait, c'était juste une expérience qui se reproduit dans la vie de plein d'animateurs, animatrices radio. Mais voilà, je suis partie de Oui FM un 24 décembre. Ils ont tous cru qu'ils allaient me revoir et je les ai jamais revus. C'est-à-dire qu'à partir de là, je suis repartie même presque à zéro en amitié. J'ai retrouvé mon amoureux avec lequel je suis toujours aujourd'hui, qui m'attendait, qui a toujours été mon soutien là-dedans. Mais je les ai jamais revus. J'ai jamais accepté de retourner en studio, participer à des émissions spéciales. J'ai avancé et puis très vite, j'ai retrouvé un deuxième boulot. Pour contexte, pardon, t'avais quel âge? T'étais hyper jeune aussi, donc on comprend d'autant plus la violence de ce que tu vivais. T'avais quoi, 25 ans? Ouais, 23, 24 ans, ouais. Un mois après, je réponds à une annonce qui cherchait une chroniqueuse sur Voltage à Paris. Ok. Donc une autre radio complètement différente. Là, c'est le grand écart, hein. Je passe de Oui FM, radio vraiment rock avec l'esprit rock et tout ce que ça veut dire derrière, à Voltage, où je vais être accueillie par des animateurs qui parlent vite, on diffuse de la dance. Mais mon métier, c'est la radio, c'est pas, je suis pas spécialiste de la musique. Et donc, je réponds à cette annonce. Je suis reçue dans leurs locaux et je suis embauchée. Premier CDI de ma vie. Un mois après avoir passé Noël, annoncer à ma famille que donc j'avais plus de travail. Et donc là, je sais aussi que je veux me mettre un peu en sécurité. Ouais. Donc voilà, je vais faire journaliste, je vais apprendre à faire des flash infos en écoutant les autres. Et puis en parallèle, puisque ça appartient à un groupe de radio, ils rachètent une radio qui s'appelle Radio Latina et qui à l'époque ne fonctionne pas du tout. Vraiment, c'est une toute petite radio avec plein de monde qui travaille. C'est une radio qui a déjà un très bon esprit, mais elle fonctionne pas plus que ça. Mais ils rachètent, décident de parier sur l'avenir, et ils placent à la tête de cette radio un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Vibet. Il recrée une équipe, et donc moi je le croise dans les couloirs, et puis un jour il décide de me confier une tranche horaire. C'est la première fois que je vais avoir ma tranche horaire toute seule en animation sur Radio Latina. Et Radio Latina va exploser, pas grâce à moi, mais avec cette équipe d'outsiders complètement inédite. On va créer une espèce de petite famille avec pas mal de gens qui sont restés, qui sont toujours là aujourd'hui. Donc c'est ça aussi qui m'a fait aimer cette aventure-là, c'est de me retrouver aussi pour la première fois. J'attendais même plus ça en radio, d'être toute seule dans un studio avec en autoréalisation. Donc c'est moi qui gère aussi la console, l'aspect technique. Ah ouais. Et j'ai ma tranche horaire, le 13h-16h sur Latina. Et je ne suis plus un faire-valoir, un rire du matin. Non, c'est plus moi qui apporte les cafés comme c'était le cas à l'époque à Oui FM. Je suis là et j'existe au même titre que mes collègues masculins. Et tu vas y rester longtemps, je crois. 12 ans. 12 années. C'est fou, depuis le début, cette ambivalence qu'on entend dans ton discours, c'est
T'adores ce métier-là. Potentiellement, les équipes, les projets, on voit que tu y mets du cœur, tu vois, quand tu parles de Radio Latina ou quoi. Mais le côté ombre de tout ça, c'est qu'on perçoit la violence de ce milieu-là de la radio où, effectivement, tu peux te faire éjecter du jour au lendemain. Comment, toi, tu te sens à chaque fois dans ce monde où tu navigues entre ombre et lumière, j'ai l'impression, un peu tout le temps? C'est très très compliqué. Tu viens de super bien le résumer en fait. Parce que ça, c'est propre à toutes les radios que j'ai pu faire, les équipes exceptionnelles. Alors bien sûr, il y a des collègues qu'on préfère, mais il y a quelque chose quand même d'assez magique. On se marre beaucoup, on s'entraide aussi beaucoup. Et puis malheureusement, il y a des directions, donc des chefs qui arrivent, qui parfois sortent de nulle part, qui ont parfois pas fait de radio même dans leur vie, des consultants et qui viennent et qui font le ménage. Donc voilà, qui arrivent et puis qui sont parfois pour certains aussi payés pour virer des gens. C'est un milieu difficile. C'est un moment de ma vie où je vais faire une grosse dépression pendant 3 ans qui va commencer un jour parce que je vais me lever. J'étais déjà sur Latina et à nouveau on nous avait mis des consultants dans les pattes qui avaient viré beaucoup de gens. Moi j'étais pas du tout concernée et pour autant un jour je me dis mais j'ai plus envie d'aller travailler. En fait j'étais vraiment écœurée. J'ai continué à faire de la radio, j'y allais tous les jours. J'avais des collègues quand je faisais des crises d'angoisse qui étaient là pour m'accompagner aussi là-dedans. Mais voilà, ça pousse loin en fait. Et tu te dis, ces 3 années de dépression, c'est quand même un long tunnel à traverser. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à te poser des questions sur ton projet pro? Comment ça s'est fait? Alors oui, exactement. D'abord, il a fallu que je traverse cette dépression, que je comprenne aussi ce que c'était, parce que moi, pour moi, j'avais une image de la personne qui fait une dépression. C'était pas du tout la manière dont je vivais les choses. Et donc ça aussi, je trouve ça génial maintenant de savoir que c'est pas forcément ça. Moi, c'est du jour au lendemain, je vais me mettre à faire des crises d'angoisse. Et donc on va me dire, mais vous faites une dépression. Et moi, je ne comprenais pas le rapport, parce que moi, j'avais pas l'impression d'aller si mal que ça. Donc je mets un temps fou. Déjà, je suis un peu dans la lutte de comprendre cette espèce de diagnostic comme ça. Une fois que je vais accepter la dépression, je vais pouvoir la traverser en fait. Et donc je me sers finalement à ce moment-là de mon quotidien d'animatrice radio bien installée pour traverser cette dépression. C'est-à-dire que j'avais quand même la chance d'avoir un boulot. C'est ton ancrage en fait. Oui, donc c'est même ces petits moments où je suis à l'antenne et où je donne le change, me font du bien aussi. Tu y crois toi-même, en fait. Oui. Oui. Et me maintiennent dans un rythme. Mais ceci dit, en parallèle, je travaille beaucoup sur moi et je reste sur mes gardes. C'est-à-dire que je me dis juste, bon, je traverse cette dépression et j'ai un travail stable, mais à terme, je veux partir de là. Et donc, je me laisse ce temps, en fait, pour essayer de réfléchir à ce que je veux faire quand je serai grande, quoi. Okay. Je tiens ensuite plusieurs années sur Latina pour devenir maman. Donc je deviens maman d'une petite fille qui a 10 ans aujourd'hui. Donc là, les priorités sont tout autres. Mais à nouveau, j'ai envie d'encore plus de sens dans ma vie. Parce que là, je vais élever quelqu'un dans les 2 sens du terme d'ailleurs et lui permettre de s'élever aussi. Et donc j'ai envie d'avoir une sorte de cohérence dans ma vie. Et donc le moment de bascule, en fait, c'est qu'on va apprendre que les locaux de Latina vont déménager à 1h30 de chez moi en transport. Et ça a été une belle lutte parce qu'ils voulaient pas me laisser partir et j'ai eu envie de me battre en fait. Donc voilà, c'était pas facile. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à me faire y aller quand même quelques jours et puis très vite j'ai lâché. Mais j'ai lâché. Et ce qu'ils savaient pas à l'époque, eux, c'est que dans les coulisses se passait bien autre chose pour moi. J'avais décidé de reprendre le contrôle de ma vie quelques mois avant. Tout ça, je suis toujours en quête de sens parce qu'effectivement, je me dis bon, je m'éclate sur Latina à l'antenne. Hors antenne, bon, c'est pas trop ça. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Et donc, je découvre on a un compte quand on travaille formation. Je regarde les formations qui existent et je vois sophrologie. J'appelle une école au hasard. La dame est très sympa. Quand tu le fais, tu te dis, bon, c'est juste intellectuellement intéressant et comme depuis la dépression, je suis dans cette quête de moi, du coup, c'est juste des billes supplémentaires ou déjà tu dis, peut-être une ouverture vers une reconversion pro? J'espère, oui. En fait, je me disais, après Latina, il n'y aura plus de radio. Terminé, parce que vraiment, au niveau de la liberté qu'on avait à l'antenne, de l'équipe qui était géniale, je voyais pas où est-ce que j'allais pouvoir m'amuser autant ailleurs. Et surtout, je sais qu'ailleurs, c'était pas forcément mieux. Et donc, j'étais vraiment à me dire, bon, voilà, je ferai peut-être plus de radio, je vais enclencher cette formation en sophrologie qui a duré 18 mois quand même, donc il fallait y aller le week-end. Que tu faisais donc en parallèle de ton job à plein temps, en parallèle de ta vie de jeune maman. Oui, tout en se disant, plus la formation avançait, plus je me disais, en fait, je ne serai jamais sophrologue. Pourquoi ? Parce que vraiment, ça m'a pas parlé.
Je me suis retrouvée à nouveau en plus dans l'ambiance un peu école, on va dire. Et donc ça a ravivé plein de choses liées à ma scolarité, avec des formateurs qui nous demandaient de boire un peu leurs paroles. Et moi, j'ai pas ce profil-là. Donc en fait, je venais beaucoup questionner les formateurs, dire que je comprenais rien, que j'étais pas d'accord. Enfin, tout. Mais et oui. surtout, plus j'avançais, plus je me disais, mais je me vois pas être sophrologue. Donc là, qu'est-ce que je vais faire de ça ? J'ai une amie qui s'appelle Peggy qui m'envoie un SMS avec une annonce création d'une radio positive en France axée sur le bien-être. Là, je me dis quand même c'est marrant parce que effectivement, si j'avais pas fait cette formation en sophrologie, jamais j'aurais osé contacter cette radio, puisque étant animatrice sur Radio Latina, il n'y aurait eu aucun rapport. Même pour les créateurs d'Airzen Radio, ils se seraient dit et alors, enfin quoi. Sauf que là, il y a quand même quelque chose parce Il y a que une accroche. quand on parle bien-être, moi, c'est vraiment, enfin, développement personnel, le côté positif. Enfin voilà, c'était un mélange de l'animation à la fois sur Latina qui est très positive. Oui. Et de tout ce que j'aime faire, c'est-à-dire enfin, me renseigner sur le développement personnel et puis cette formation qui me donnait quand même une petite assise pour les contacter, quoi. Bien sûr. Là, tu me parles de l'annonce Airzen Radio, mais il y a quelques minutes, on disait plus jamais la radio, plus jamais, plus jamais. Tout à fait. Donc là, ta première réaction quand Peggy t'envoie cette annonce? La première réaction, c'est « Ah, super !» Je suis désolée pour la vulgarité, mais c'est vraiment ce que je me dis. Je dis « Super, mais par contre, si c'est une radio positive créée par des cons, ça m'intéresse pas. » C'est bien résumé. Donc, ce que je vais essayer de chercher dans un temps 1, c'est qui va décider de fonder cette radio ? Qui sont ces personnes ? Et je vais avoir besoin d'aller vérifier leur cohérence. Parce que vraiment, si c'était une radio positive créée par n'importe qui ou par des gens juste de radio qui se disent on va créer une radio comme ça, j'y serais pas allée. Et puis, y a des synchronicités où, presque en une semaine, 2 à 3 fois, je vais me retrouver reconfrontée à nouveau à Airzen Radio par des biais totalement différents. Et donc, au bout d'un moment, je me dis, c'est quand même bizarre. Ça revient toquer à la porte. Ouais, cette fameuse petite voix. Donc, je me débrouille pour entrer en contact avec Frédéric Courtine, qui est l'un des 3 fondateurs d'Airzen Radio. Est-ce que je vais réussir à le contacter ? Est-ce qu'il va me répondre ? Sachant que Frédéric Courtine, il est à la tête aussi d'un gros groupe média qui s'appelle Media Meeting. Et donc, ils ont d'autres radios aussi. Donc, c'est vraiment lui un passionné de radio, un vrai mec de radio. Mais pour autant, je postule pas à Airzen Radio à ce moment-là. Je le contacte en lui disant « J'ai entendu parler de votre projet. Il se trouve que je suis animatrice et je suis en train de me former à la sophrologie. J'aimerais beaucoup qu'on se rencontre. Et puis voilà, j'espère une rencontre pour voir à qui j'ai affaire et comprendre ce projet quand même assez dingue. » Et lui va me répondre un mail super sympa. Déjà, il va me répondre. On a chaud aux joues là quand on reçoit un mail. Je dis oh là là, Frédéric Courtine m'a répondu. Et il me demande si j'ai une maquette. Ah, je me dis mais non, t'as rien compris, je veux pas. En fait, je suis pas, mais bon. Mais pourquoi tu l'as écrit alors si je veux pas, mais je t'écris quand même. Je lui ai écrit parce que je souhaitais le rencontrer. Je me suis dit j'aimerais bien le rencontrer et puis on discute de son projet de radio positive pour voir comment il l'envisage. Moi, j'y viens juste un peu pour enquêter dans un temps. Mais comme il me demande une maquette et que quand même je suis conditionnée depuis 20 ans. On envoyait parfois des maquettes. Je me dis mince, je vais pas commencer à le braquer. Si je veux espérer de le rencontrer, il faut que je passe cette étape quand même. Et sauf que comme je suis sur Latina, je me dis ça va pas forcément correspondre. Donc je lui envoie quand même quelques interventions Latina, mais je me dis il faut que je lui envoie quelque chose que j'ai imaginé pour cette radio qui n'existe pas. C'est-à-dire que je sais pas ce qu'il imagine pour la radio. Il faut que j'envoie un audio qui va lui donner une idée de ce que moi j'imagine. Donc pour quelqu'un qui a vraiment pas envie d'y aller et qui dit non, mais non. Bon, il y a un peu oui quand même. Ça pousse un peu à l'intérieur. Oui, il y a un petit truc en moi. Je suis portée. En fait, je vis à ce moment-là des trucs super sombres avec mon ancien travail. Et en même temps, je vois bien que ça s'allume quand j'entends parler de ce truc. Première radio positive de France, création de radio. Pile à ce moment-là de ma vie, oui, ça s'allume à l'intérieur de moi. C'est comme ça le terme que j'utilise. Je pense qu'on est arrivé au bon moment pour faire un arrêt sur image, Emeline. Pourquoi ça s'allume ? C'est quoi ce truc-là qui fait que tu le veuilles ou non, la radio, il y a un truc qui se réveille en toi ? C'est quoi ? C'était un truc que tu avais de toute petite, où dès le départ, t'adorais parler, etc. Comment ? Explique-moi d'où ça vient. Allons-y, j'espère que vous êtes bien installés sur votre rocking chair près de la cheminée. Reprenez une tasse de thé, on est parti. On est parti. Moi, en fait, c'est assez marrant que je fasse de la radio aujourd'hui, puisque donc je n'ai pas parlé jusqu'à l'âge de 4 ans en public.
Ce qui paraît rien, parce que 4 ans, bon, on se dit pourquoi pas, mais en fait, je parlais à mes parents, visiblement, Ok. et j'étais ce que je pensais être ultra timide. J'ai des souvenirs Ah ouais. de moi à l'école maternelle, dans l'incapacité totale de parler. C'est-à-dire que la maîtresse, elle me demandait des trucs, je comprenais ce qu'elle me demandait, et je ne pouvais pas répondre. Et là, j'ai découvert ces dernières années que ça porte un nom, ça s'appelle le mutisme sélectif. Personne s'affole d'avoir cette petite fille qui parle pas à l'école, qui parle à la maison, et donc on est loin de se douter. Si on avait dit à mes parents, vous savez, votre fille, là, elle sera animatrice radio, je pense que aucun des deux ne l'aurait forcément cru tout de suite. Je suis hypersensible, et donc je l'ai su ça seulement à l'âge de 36 ans. Moi, je pensais qu'hypersensible, c'était être trop sensible. Eh oui. Donc pendant plus de 30 ans, je vais faire tout un truc en espérant un jour réussir à m'endurcir. Et en fait, maintenant, avec le recul, quand je regarde cette petite fille que j'étais, j'étais déjà donc celle que je suis aujourd'hui, hypersensible. Et donc, il y a des choses qui étaient d'une trop grande violence pour moi à l'école maternelle. Ça nous donne un premier éclairage sur l'adulte que tu deviens. Mais quand on préparait l'entretien, tu me parlais aussi d'un truc, c'est que ado, tu faisais déjà de la radio dans ta chambre avec ton magnétophone. En fait, même toute petite, enfin plus petite. Ah ouais. Et une fois, je crois quand j'étais, je sais plus, en début d'école primaire, j'ai un vague souvenir, ma mère avait dû participer à un jeu à la radio et je crois qu'elle m'avait passé le téléphone. Et j'avais trouvé ça fascinant de me dire que là, je parle au téléphone et je passe à la radio. Donc je pense que c'est ce moment-là aussi Ok. où ça a éveillé quelque chose pour la radio. Et ensuite, ça a été un jeu, effectivement, mais j'étais embêtante. On pouvait jouer en bas de chez moi à l'extérieur et puis j'avais une idée pour mon émission sur Radio Dio. J'avais créé cette Radio Dio. super nom de radio. Et je leur demandais de monter avec moi dans ma chambre pour enregistrer le truc auquel j'avais pensé. Mais je savais pas que c'était un métier à ce moment-là. Pour moi, c'est un jeu. Et puis, à l'arrivée des émissions sur les radios libres, notamment, moi, c'est Doc et Diffou Mais ou tellement. encore Max. Mais bon, j'écoutais, mes parents me couchaient. Et c'est ce qui me plaisait le plus, je crois, à la radio. C'était pas tant ce que j'écoutais, j'aimais aussi ce qui se racontait, mais c'était de savoir qu'il y avait des gens vivants qui me parlaient en direct. Eh oui. Et je me disais même pas que c'était un métier, c'est ça qui est fou. Je les écoutais et je pensais qu'ils avaient un métier ordinaire et qu'ensuite ils venaient en studio. Le soir, il venait à la radio. Oui, pour moi, c'était ça. Ça n'était pas du tout un métier ni même une possibilité d'avenir, ce qui fait que quand j'ai mon bac, que entre-temps, ma mère meurt quand j'ai 14 ans. Sacré truc. Surtout, c'était Bien un sûr. sacré guide, ma mère. Donc, ça veut dire que là, à 14 ans, il n'y a plus personne pour éclairer le chemin avec Ouais. sa petite lanterne. C'est Ouais. très, très particulier. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a donné beaucoup de structure, je pense. Et donc, aujourd'hui, je sais aussi que j'ai croisé quelqu'un pendant 14 ans qui a été extraordinaire, qui m'a apporté beaucoup de choses de ce que je suis encore aujourd'hui et des valeurs que je peux encore transmettre. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et c'est aussi parce qu'à un moment, elle va mourir que je vais me mettre en chemin vers plein de choses dans ma vie aussi. Parce que ces traumatismes, je les travaille encore aujourd'hui. Donc, ils m'ouvrent aussi des portes. C'est assez... ça va. Je te sens très touchée. Bah oui, je suis touchée. Bah oui, ton histoire, elle est touchante. Parce que tu vois, depuis tout à l'heure, en même temps que je fais l'interview, j'ai un autre moi au-dessus de moi qui commente. Et là, j'essayais, je me dis, bon, je vais pas m'étendre sur ce sujet de la mort de ma mère, simplement parce que je pense aussi il y a une part de moi qui dit, je vais pas déranger, parce que le fait d'avoir fait de la radio aussi derrière, de faire un métier un peu d'illusion, on va dire, de donner ce truc, d'avoir l'impression que tout va bien tout le temps, et là, c'est moi qui vais être touchée. C'était déjà ce que je faisais quand ma mère était malade. Ok. Mais c'est la première fois que j'en ai conscience aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais une petite fille très joyeuse, grande joie de vivre, et l'envie toujours d'essayer de la faire sourire, de pas en rajouter, de pas créer de problèmes. C'est ce qui fait que j'ai fait ce métier, donc pour continuer à faire ce que je faisais déjà finalement avec ma mère, de me dire, en fait, je vais transmettre du positif, on va dire. L'animation. L'animation. On est exactement là-dedans. Ouais. Et puis, en même temps, comme en parallèle, je travaillais sur moi en voyant des psys et tout, j'évoluais d'une autre manière. Aujourd'hui, je suis capable de réaliser tout ça, mais sur le moment, je le sais pas, quoi. Mais et oui. donc, ça va être, des grandes années de souffrance à partir du moment Bien où elle sûr. est plus là. Bien Je sûr. me retrouve toute seule avec mon père. Je me trouve vraiment, quand je dis toute seule, vraiment, il y a beaucoup de gens qui disparaissent en même temps de notre vie, mais pas parce qu'ils sont morts, mais parce qu'ils fuient. Donc, c'est vraiment une drôle d'adolescence que je vais vivre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tout ça arrive quand même pas à n'importe quel âge. Non. On sait à quel point l'adolescence est un âge fragile, de construction. Et puis en fait, là, on te déconstruit en même temps. Donc il y a tout ça. à Et la heureusement, fois. j'ai ma grande sœur, 3 ans de plus que moi, qui, elle, va me tracer le chemin, va me Ok. protéger aussi de certaines choses. Donc, je suis un peu perdue, quoi. Et donc, mais avec l'envie quand même profonde de trouver un métier qui fait sens.
C'est-à-dire que très rapidement quand même, déjà je vais grandir en sachant que la vie elle peut s'arrêter vraiment. Parce que moi je pensais que ma mère était malade 12 ans. Je crois que j'ai jamais cru qu'elle allait mourir de sa maladie. Parce que je me construis avec. En fait, elle est malade, j'ai 4 ans, grosso modo 3-4 ans. Et donc, je grandis avec cette maman malade et ça, c'est loin d'être facile aussi. C'est des séjours à l'hôpital où elle disparaît un peu pendant plusieurs semaines. J'ai ma grand-mère qui vient à ce moment-là vivre chez nous à des moments, heureusement, qui étaient génial. Mais quand j'apprends qu'elle va mourir, là, il y a quelque chose quand même qui se casse en moi. Et cette petite fille joyeuse qui croyait beaucoup en cette espèce de magie de la vie, elle est abîmée. Mais arrivent les 18 ans. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande ? Cette fameuse question. Qu'est-ce que je vais faire ? Parce que vraiment, je me dis, il faut trouver. En plus, on avait l'impression à l'époque qu'on épousait un métier. Oui, on choisissait un métier à vie. Tu rentrais dans une boîte, c'était même pas le métier, c'était même l'entreprise dans laquelle est le job. Tu le prenais et tu te le coltinais 40 et quelques années. Ouais. Donc paniquant. Wow, l'angoisse. Et moi, j'avais envie de faire un truc avec du sens que j'aime vraiment. Et j'avais pas de passion. J'arrêtais pas de dire, moi, j'ai pas de passion. Vraiment, je voyais pas. J'avais celle pas. qui faisait de la radio en permanence, qui embêtait, comme tu le dis toi-même, tout le monde avec Radio Dio. Et puis, voilà, pendant 1 an, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire ma crise d'ado, enfin. Donc, je m'inscris à la fac. J'y vais seulement pendant 3 semaines. Je fais croire que j'y vais pendant 3 mois. Enfin, vraiment, aucun projet. Je fais n'importe quoi pendant 1 an. Je me perds un peu. J'atterris au grand centre d'orientation qui s'appelle le CIDJ. Oui. J'arrive là-dedans et il n'y a personne vraiment pour me conseiller particulièrement. Donc, je regarde, il y a des rayons avec des livres comme une bibliothèque. Et il y a un livre qui tombe d'une étagère. Je le ramasse et là, je regarde. C'est Guide et métiers des gens de la radio. Et donc, j'ouvre le livre. Et donc là, je me dis, métier, donc c'est quoi alors ? Ça veut dire que c'est un métier. Mais surtout, j'ouvre le livre et la première page sur laquelle je tombe, c'est le nom de mon école de radio. Et donc, je dis, il y a une école de radio qui existe en plus, elle n'existe plus là aujourd'hui, qui existe. Et en fait, oui, qui forme aux gens qui font de la radio. Donc, journalisme, animateur, réalisateur radio. Et là j'ai cette fameuse lumière qui s'allume en moi. C'est délirant. Et surtout, à ce moment-là, je sens vraiment un truc qui s'éclaire comme un soulagement. Parce qu'enfin, là, je sais qu'il y a peut-être une voie possible pour moi. Et ta place, ça y est, t'as trouvé ta place, le sens, etc. Ouais, je vais à l'école, je passe, il y avait des espèces de tests, et puis je rentre dans cette école qui a un cursus en 2 ans, et en même temps en alternance, donc ce qui me permet de faire mon premier stage. Tu fais tes armes directes. Et du coup, fast forward, on revient à ces échanges que tu as avec Frédéric Courtine de Herzen. On comprend pourquoi il y a un truc qui s'allume et que t'as beau vouloir te dire, mais non, la radio, non. Bien sûr que quelque chose s'allume et que là, tout d'un coup, tu as envie de creuser presque malgré toi cette idée. Oui, et en plus, parce que ça, là, il y a un projet qui fait sens. Une première radio positive de France. Je trouve ça délirant et encore aujourd'hui, je m'en émerveille et je me dis, il y a des gens qui ont pensé un jour à avoir cette idée, parce qu'il faut imaginer que les 3 fondateurs d'Herzen Radio, là aujourd'hui on en parle plus un peu de positif, il y a d'autres médias aussi qui se revendiquent positifs, mais entre le moment où ils ont l'idée et le moment où la radio va être créée, il y a des années. L'idée c'était 2020, c'est ça, pré-Covid, on n'en était pas encore. On n'en était pas là. Bien avant le Covid, ils ont cette idée-là. Incroyable. Cette envie de tester ça. Ils choisissent de se lancer là-dedans parce qu'ils y croient. Parce que c'est des grands sensibles, c'est ce que je vais découvrir aussi par la suite. C'est-à-dire que je me retrouve à travailler pour des gens très sensibles, et la sensibilité n'est pas un problème ici chez Herzen Radio. Donc je vais vivre des choses que j'ai jamais vécues en radio, c'est-à-dire que donc après il y a le temps que la radio se construise, donc faut imaginer qu'entre le moment où j'entends parler d'Herzen Radio et le moment où enfin je suis embauchée, il y a peut-être 7-8 mois pour moi. Avec, donc là toi t'es plus du tout chez Radio Latina. Alors, à ce moment-là, si, je suis toujours. Entre le moment où j'en entends parler et le moment où je vais apprendre que Radio Latina déménage, il y avait déjà plusieurs mois qui s'étaient un peu écoulés, mais c'était long en fait. J'ai un peu perdu la notion du temps. Ça s'accélère vraiment jusqu'au bout. Il faut imaginer que le jour où je décide de mettre fin vraiment à Radio Latina, parce que je suis en très très grande souffrance, mais j'ai commencé à me dire, mais en fait, s'ils veulent m'obliger à venir travailler, il y a quelque chose qu'ils peuvent pas m'obliger à faire. C'est me forcer, par exemple, à sourire ou à ne pas pleurer à l'antenne. Et là, je reprends le controle. C'est-à-dire que j'y vais. Tu vas te dire quoi à l'antenne ? Il va se passer des... En fait, j'ai même pas besoin de me forcer, parce qu'en fait, quand j'arrive le premier jour où je me dis, vais devoir y aller. Donc, il faut imaginer qu'ils avaient changé totalement les locaux. Je les avais pas vus. Les studios étaient nouveaux. Personne m'avait fait visiter. Donc, j'arrive sur place, je suis pas accueillie et je vais devoir faire mon émission en direct. Et donc, à peine j'ouvre la porte que je fais une crise d'angoisse, mais que je vais laisser faire. Pour une fois, je vais la laisser faire.
C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais des dépressions, je faisais les crises d'angoisse chez moi, personne n'était au courant de ce qui se passait. Et là, je me sers de ça en me disant, en fait, maintenant, moi, j'ai rien fait de mal, mais je vais pas le cacher. C'est-à-dire que ça, je vais pas, espèce d'angoisse et tout, je vais pas ramener ça à la maison, c'est terminé. Donc en fait, je vais ouvrir la porte, puis je vais commencer à pleurer. Il y a des cris qui sortent, il y a, oula, là, donc là, ça alerte un petit peu. Donc là, on me dit, bon, on va appeler, je crois que c'était le 15. Donc je rentre chez moi une première fois, je retourne, je m'arrête 2 jours, j'y retourne, rebelote dès que j'ouvre la porte. Je peux pas être bien parce qu'en fait, je me sens forcée. Et donc, bon, cette fois, on me laisse aller un peu plus loin. Donc, je prends mon casque, je le mets sur les oreilles, mais je suis toujours en train de pleurer et de hurler. Donc, quand même, ça alerte. Donc là, il y a le directeur d'antenne qui vient, qui m'empêche de prendre l'antenne. Et puis là, il commence à se dire, oula. Et donc, j'ai pas eu besoin de craquer à l'antenne puisqu'on m'a empêché de la prendre, mais parce qu'enfin, ils avaient compris que ça, c'était stop, ça suffit. Parce qu'effectivement, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir travailler s'il en a pas envie par rapport, enfin, avec le métier qu'on fait. Ah bah oui. Donc j'ai réussi, à faire ça et j'étais assez contente de dire maintenant ça suffit. En fait, j'étais toujours dans ce truc de j'arrête de mentir, ça suffit. Oui. Je ferai pas semblant, c'est terminé. En fait, j'ai plus envie de faire semblant. Et donc en parallèle, moi j'avais RZN Radio qui se précisait et plus j'en apprenais plus sur le projet, plus je me disais mais moi je veux en être. Je me rappelle, on devait commencer l'aventure au mois de septembre à RZN Radio. En plein été, j'étais sur la plage, je reçois un mail qui me semblait long. C'était un mail des fondateurs RZN Radio envoyé donc à toute l'équipe RZN, qui était une nouvelle équipe du coup, enfin constituée de toutes pièces. Vous ne connaissiez pas encore entre vous en fait. Mais un mail de dingue, vraiment pour nous souhaiter non seulement la bienvenue, nous rappeler qu'on ferait partie d'une aventure exceptionnelle. Avec des valeurs enfin partagées monumentales. Ensuite, je me dis je vais aller regarder qui sont mes collègues. C'est comme si j'intégrais une émission de télé-réalité presque. C'était dingue. Donc je faisais des enquêtes, j'étais à la plage, je voyais plus rien à cause du soleil et tout, et je découvrais des parcours. Donc je voyais qu'il y en a qui étaient vraiment des vrais journalistes. Il y en a pas du tout. Faut imaginer que dans l'équipe RZN, même dans les commerciaux, il y en a qui avaient fait partie du monde de la radio, qui s'étaient arrêtés, qui s'étaient formés entre-temps, je sais pas, la médecine traditionnelle chinoise ou autre, que les fondateurs d'RZN sont allés chercher pour intégrer l'équipe. Ah oui, ok. C'était un truc de fou, franchement un truc de fou. Et ce qui était assez marrant, c'est que on savait pas au final ce que ça allait rendre à l'antenne, parce que on tâtonnait aussi. Il y avait des envies des fondateurs, et puis il y avait ce qu'on allait proposer sur le terrain, contacter des gens pour les interviewer, en leur disant avec un nouveau projet comme ça. Une radio qui n'aimait pas encore. Est-ce que vous allez embarquer avec nous dans l'aventure ? C'est même en appelant des gens, je me rendais compte pour l'interview, en leur disant voilà, on est en train de créer la première radio positive de France, et voir un peu l'engouement, ce que ça suscitait chez les gens, et le besoin qui était déjà là d'avoir quelque chose d'autre, une autre promesse en fait. Là, on est en 2021. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ça va faire 5 ans que tu es dans cette aventure, parce que j'ai l'impression, de la manière dont tu le décris, c'est une aventure en fait. Une radio qui a été comme ça, constituée de toutes pièces, dans un paysage a priori très installé, avec des codes, on en a largement parlé, très ancré. Et là, en fait, c'est comme un outsider qui débarque avec sa propre vision, ses propres manières de faire. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression, t'en parles, t'as un poisson dans l'eau, quoi. Bah oui, parce que c'est tellement inattendu. Je me rappelle la première fois qu'RZN Radio émet. Donc c'était une journée un peu spéciale, parce qu'on a des locaux un peu partout. On en a ici les Moulineaux. Et donc les locaux principaux sont à Bordeaux. Et donc on nous fait venir pour rassembler toute l'équipe. Le premier jour où RZN Radio va émettre à Bordeaux, mais donc on est à Gare Montparnasse avec une partie de l'équipe. On se met sur RZN Radio et on entend le tout premier jingle RZN Radio. Ah, wow. Mais c'est un truc, je me mets à crier Gare Montparnasse, RZN Radio est né, RZN Radio est né. Mais c'est génial en même temps. J'ai encore l'émotion là. C'est grandiose, avec que des gens derrière. En fait, on se rend compte à ce moment-là, on se dit ok, donc il y a une harmonie. C'est-à-dire qu'il y avait des producteurs qui avaient créé l'habillage, on le découvre. Il y avait les animateurs qu'on découvrait à l'antenne. En fait, comme si on était parce qu'on a travaillé 1 mois, tout le mois de septembre pour pouvoir préparer les contenus du lancement, ouais. Et puis d'un coup, ça prenait forme. On était tous des pièces de puzzle dans un coin, et là, le puzzle s'assemblait. Et c'est assez magique. C'est une aventure tourbillonnante qui a changé ma vie à bien des égards, parce que du coup, liberté totale des gens que je vais pouvoir interviewer. Waouh. Donc là, on est d'accord, tu n'es plus que sur une casquette d'animatrice, tu reprends
ton micro est vraiment une casquette de journaliste, en fait. Hein. En fait, exactement, et un peu par hasard aussi, puisque donc un jour je suis contactée par le directeur d'antenne qui lui-même venait d'être recruté. Il dit bonjour, je m'appelle Roland Olivier, je suis le directeur d'antenne d'RZN Radio, il est plus là aujourd'hui dans l'équipe. Mais donc c'est pareil, je me dis ok, je suis recontactée, c'est génial. Et là, il me parle d'un poste à Bordeaux en tant qu'animatrice radio. Et moi, je lui dis non, là, c'est pas du tout mon projet de vie, j'ai rien contre Bordeaux, mais là, vraiment. Il me dit non, mais les postes de journaliste, c'est que pour Paris, ici les Moulineaux. Et je lui dis mais qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire journaliste, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc il m'explique quoi, c'est aller faire des reportages sur le terrain. Et donc là, je lui dis écoute, je sais pas monter, je sais pas faire de montage, mais par contre, oui, aller sur le terrain et tendre mon micro, je pense que je peux le faire. Et donc c'est comme ça que je deviens journaliste. Okay. J'ai toujours pas la formation, mais voilà, le premier reportage à RZN Radio, je crois que j'ai mis 18 heures à le monter. C'était un reportage de 8 minutes, donc j'ai appris presque toute seule aussi. Ouais. Et puis voilà, mais ce qui me plaisait, je voulais faire ça dès mes débuts en radio. Je me disais, moi, je veux entendre des voix qu'on n'entend nulle part ailleurs. Donc c'est aller à la rencontre d'inconnus, c'est mettre en lumière des gens qui m'inspirent aussi au quotidien. Voilà, je pars souvent en immersion. Enfin, je vis presque tu vas avec sur le mon terrain, micro. Quoi. Ouais. Et c'est hyper intimidant parce que la petite fille qui parlait pas, elle est toujours là, celle que j'étais. Ouais. En fait, c'est un peu comme tu disais au début d'interview que tu étais aussi stressée. C'est juste, j'ai appris à faire semblant, mais à chaque fois que je fais un reportage ou que je tends mon micro, à l'intérieur de moi, j'arrête de respirer. C'est un peu vertigineux d'aller voir même de parfaits inconnus parfois parce qu'on a échangé un sourire et de dire alors, quel est le secret de votre sourire aujourd'hui et de dérouler le fil. Mais cette liberté totale, elle est assez magique parce qu'on entend sur RZN Radio, pour le coup, des gens, alors il y en a certains, on les entend ailleurs, mais la plupart, on les entend pas. Et moi, j'aime ça aussi. Tu dirais quoi à la Emeline qui, dans cette période très particulière que tu évoquais de dépression, où tu voyais bien que cet environnement toxique, ça ne te convenait pas, mais tu étais encore à te dire, mais qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande, quoi? Tu lui dirais quoi aujourd'hui? T'inquiète pas, t'es protégée. Alors, il y a ma maman, moi je crois en la vie après la vie. Voilà, pour moi, donc il y a une possibilité d'une vie après la vie. Et donc, j'aime à penser que celles et ceux qui sont passés de l'autre côté peuvent nous envoyer des forces quand on en a besoin. Donc, je lui dirais, t'inquiète pas, t'es protégée. Et pourtant, je pensais pas dire ça puisque je suis quelqu'un de tout sauf rassuré aujourd'hui. Mais si je devais lui dire un truc, c'est ça, essayer de la rassurer quand même. Merci. Et donc, quel parcours, Emeline. C'est très touchant, en fait, tout ce que tu partages. On va quand même terminer par les petites questions rituelles. Tu sais que j'aime bien poser à mes invités dans la petite voix. La première, c'est que je voulais savoir si tu as un outil, justement, de bien-être, des exercices que tu fais régulièrement pour aller bien, te connecter à ta petite voix. J'ai ma psy, déjà, qui est très bien. C'est un bon début. Méditation de temps en temps. En fait, j'ai du mal, moi, avec la régularité. Donc, en fait, ces fameux outils dont tu parles, il faut que je les renouvelle en permanence. Parce que mon cerveau, un peu comme l'antipoux, c'est-à-dire que les poux s'habituent. Oui, je sais, des fois, je fais des parallèles. Mais les poux s'habituent à certains antipoux et donc ils partent plus. Donc, moi, en fait, il faut que je renouvelle sans arrêt les outils. J'ai essayé la cohérence cardiaque. Je dirais que ce qui me va le mieux, c'est la marche en pleine nature. Voilà. Et puis, mes outils, c'est les gens que j'aime aussi au quotidien. Grâce auquel je peux me ressourcer. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a aidé aussi dans ces moments de grands questionnements? Tu vas rire, c'est La Petite Voix. Et oui. D'Eileen Cady. Alors aujourd'hui, on parle de méditation. Quand on parle de ce livre, on dit c'est 365 méditations. Il y en a qui disent ça. Moi, à l'époque où on me le met entre les mains, on me transmet, j'ai l'impression d'avoir un livre magique. C'est un livre où on ouvre à n'importe quelle page. Il y a un message, il y a un texte qui est écrit. C'est assez troublant parce que moi, j'ai des souvenirs vraiment d'ouvrir le livre. Et moi, j'ouvrais à la fin à n'importe quelle page. J'ai allé à l'intuition, c'est-à-dire que là, c'est classé par ordre. Mais voilà, j'ouvrais avec mon intention du jour, j'ouvre. Et ce texte, en fait, on dirait qu'il a été écrit pour ce qu'on est en train de traverser au moment précis. Donc, je trouve ça marrant de se dire qu'aujourd'hui, je suis dans le podcast qui s'appelle comme ça. La boucle est bouclée. Ouais. Bon, et ma dernière question, Emeline, j'aimerais savoir si tu es heureuse aujourd'hui. Est-ce que vous avez 2 heures à nouveau devant vous? Allez, on est parti, on va faire plusieurs épisodes. Non, je dirais pas que je suis heureuse. En fait, j'ai compris avec le temps que cet objectif, j'aurais du mal à l'atteindre. Je pense pas qu'on puisse vraiment l'atteindre. Je dirais que j'ai des moments où je suis heureuse. J'ai encore beaucoup de mal à les accepter. Puisque dès que j'ai l'impression d'être heureuse, je vais arriver en me disant, ça veut dire qu'il va arriver quelque chose de grave derrière. Oh non.
non. Et si. Et donc je travaille là-dessus, mais si, c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. En fait, je suis en hypervigilance. Moi, je souffre, enfin, je sais pas si on souffre de ça d'ailleurs, mais j'ai un trouble anxieux généralisé. Ok. Et donc, cette angoisse, elle vient commenter même les moments de bonheur. Donc, si je suis bien, j'évite de le dire. Si on me demande si ça va, jamais je dirai ah, ça va super bien. Je suis toujours émerveillée des gens qui disent ça. Parce que même pour eux, à chaque fois, je croise les doigts en me disant oh là là, ne le dis pas trop vite, mon pauvre. Mais ça, c'est lié à ma construction, à mon histoire. Enfin voilà, j'ai grandi en me construisant comme ça, donc je peux pas aujourd'hui dire que je suis profondément heureuse, mais je dis que je suis un peu plus légère que je ne l'étais et que voilà, j'aurai des instants un peu plus joyeux dans la vie que d'autres. Et il y a des moments où il y aura des vagues à traverser, il faudra que je le fasse, quoi. Eh ben, franchement, un très grand merci. C'était comment finalement de passer de l'autre côté du micro, Emeline ? Oh là là, j'ai rendez-vous avec ma psy juste après pour faire le débrief parce que je sais pas, je me dis oh, pourvu que j'ai pas l'air prétentieuse parce que j'ai pas l'habitude de parler comme ça. Enfin, j'avais la voix qui commentait en plus tout ce que je disais et donc ça m'a demandé vraiment de réussir à continuer parce qu'à des moments, ça m'a permis de comprendre. Moi, j'ai des invités des fois quand je leur parle, ils disent non, bon, on arrête. Okay. Et là, j'ai compris. Donc merci pour ça. Bah, écoute. Parce qu'à des moments, je disais non là j'ai envie d'arrêter, j'ai peur parce que je sais pas où ça va me mener, je sais pas si j'en ai trop dit, si je vais saouler les gens. Donc voilà, je dirais que je suis très touchée par contre de ta manière d'accueillir la parole de l'autre, mais ça je l'avais déjà entendu dans tes podcasts, dans ta capacité aussi de pouvoir transmettre ton émotion aussi et d'oser la montrer. Ça c'est quand même assez fou pour moi. Donc je suis touchée de t'avoir rencontré. Merci de m'avoir laissé raconter aussi mon histoire. Parce que pareil, je me dis ça arrive peut-être pas par hasard à ce moment-là de ma vie. C'était en tout cas pour moi une très belle rencontre et je te remercie beaucoup. Et même, tu vois, tu m'as mise à l'aise sur le fait que moi j'étais dans ce qui est normalement ton rôle. Voilà. Donc un très grand merci, Emeline. Merci beaucoup, à bientôt. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon.